tu vois, quelqu'un me demandait c'est quoi ton image de Dieu? Mais je dis Dieu c'est quelqu'un chez qui tout le monde peut aller sur ses genoux et moi je suis son assistante, je l'aide. Et je pense que j'avais besoin de retrouver ce truc enfantin, tu vois, de dire mais j'ai envie de lui dire des choses et l'écriture c'est pour moi un moyen très c'est autre chose que parler. En fait, je pouvais écrire et c'était un peu comme un dialogue avec moi, avec lui. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Papier Bible, qui est un podcast qui cherche à, chatouiller une forme d'intimité dans la foi. Pour ce deuxième épisode, je reçois Rebecca Darnell-Fischer. Rebecca est psychologue d'origine belge, elle est belge en fait. Elle vit en Allemagne, elle est installée en Allemagne avec son mari et ses 3 filles. Elle a longtemps accompagné de nombreuses personnes handicapées dans son travail. Elle est aujourd'hui, elle écrit, elle est chroniqueuse sur le blog Les Fabuleuses au foyer. Puis elle est la maman adoptive d'une petite fille porteuse de trisomie 21. On parlera de tout ça. Je l'accueille aujourd'hui parce qu'elle sort le livre Les pépins de petites pommes aux éditions Biblio. En préparant ce podcast, j'attrape quelque chose qu'elle écrit, Rebecca, sur ce blog. Les gens qu'on aime sont des gens vrais. Ils sont là, ils ont du relief, des larmes au bord des yeux, des rires à pleines dents, des rides, de la cellulite. Ils se plantent parfois allègrement. Mais au fond, quelle importance. Les gens qu'on aime, ils nous blessent aussi, ça leur arrive. Les gens qu'on aime ont des vies imparfaites. Ils ont des slips à laver, des chagrins, des soucis, des émissions télé préférées qu'on peut trouver trop nulles. Mais nous les aimons avec tout ça. C'est comme ça que nous les aimons en vrai, les gens qu'on aime. Sans doute que c'est ça qu'on trouve tout le temps, et dans son geste d'écriture, et dans sa façon de regarder le monde alentour. Bon, voilà. Ça va, on est bon comme ça? Ouais. T'es bien posé? Okay. Ouais. Bonjour Rebecca. Bonjour Vincent. Alors, où est-ce qu'on est ici, en fait? C'est quoi ce lieu? Qu'est-ce que ce lieu raconte pour toi, si on peut dire ça comme ça? Alors, c'est l'église que je connais depuis... presque fait partie des meubles, moi, ici. Mon papa était pasteur. Et je me souviens, quand j'étais ado, ils ont acheté, c'est une ancienne école. D'ailleurs, on le voit encore un peu partout. Une école qui était une école pour les enfants des travailleurs de Clabec, qui a vraiment une histoire, et c'est devenu une église. Et donc, quand je suis assise ici, je réfléchis, je pense à toutes les heures passées dans ce bâtiment, d'abord à aider, à rénover, puis avec ma guitare, à faire chanter les gens. J'aime bien faire chanter les gens, moi. Tout à l'heure, tu présentais ce livre, on va en parler un petit peu, ce livre de petites pommes qui sort. Ça a du sens de présenter ça ici? Qu'est-ce que tu disais en chemin? Tu as pris le train, je crois, pour venir là. Ah, j'ai pris... Qu'est-ce que ce voyage a été? Je veux dire, arriver, se dire, voilà, ce livre. Parce que d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de dire, il y a une inspiration ici. Ah oui, tout à fait. Non, mais il n'y avait pas un autre lieu où j'aurais eu envie de le présenter comme ça en exclusivité. Il est sorti vendredi, on est dimanche. J'avais envie de présenter ici parce que quelque part, c'est ici, dans ces lieux, avec ces gens, avec ma famille, que j'ai appris à aimer la Bible, à aimer les histoires, à aimer toutes ces histoires dans la Bible qui sont peu communes. Donc pas le classique, tu vois, les histoires où il y a des rebondissements, c'est étonnant, c'est comme un feu d'artifice. Et ça, j'ai vraiment... en allemand, on dirait, on me l'a donné au biberon. J'ai commencé très tôt. Les histoires? Oh, les histoires, oui. L'idée de raconter des histoires ou l'idée d'écrire des histoires, c'est venu plus tard? D'abord, raconter des histoires. L'importance du livre. On avait beaucoup de livres. En fait, dans notre WC, il y avait une immense bibliothèque remplie de bandes dessinées. Ce qui faisait que c'était parfois très long, les séances au WC, mais on avait des livres. Pourquoi? Parce qu'il y a le plaisir de rester là. Non, mais oui, il y avait des livres, tu lisais Astérix, il y avait vraiment toutes ces bandes dessinées qui étaient à portée de main. Mm-hmm. Mais aussi dans toute la maison, aussi des disques. Mon papa avait beaucoup de vinyles, donc j'ai grandi dans un amour des mots, un amour de ce qui s'entend, de ce qui se partage. Mon papa est pasteur et
Et donc, de tout ce que je sais, il partageait. Et puis, toujours été passionné par la manière dont il a raconté, prêché. Et ma maman aussi, ma maman sortait les papiers, les crayons, et nous racontait... Tout est prétexte à raconter des histoires dans ton enfance. Tout est occasion, tout est temps pour raconter des enfants, des histoires. Oui, il y a beaucoup de... Et moi, j'ai cherché. En fait, je me souviens aller chez ma grand-mère, aller directement à l'armoire où il y avait les albums photos de famille, les sortir et demander qui et quoi m'intéresser, avoir envie de savoir, de demander à mon grand-père. Il racontait pas beaucoup de la guerre, par exemple, de ce qu'il avait vécu, mais il y a cet intérêt, cette envie de... Mais partage-moi. Ouais. Là, on doit s'arrêter un moment parce qu'il y a trop de bruit dans le couloir. Rebecca m'accueille dans une grande maison qui est aussi une église. À propos de Petite Pomme, ce personnage, donc, ce livre qui sort, Rebecca écrit ceci: c'est une grande philosophe, haute comme 3 pommes, qui n'hésite pas à chambouler notre manière de communiquer avec Dieu. L'écouter papoter, c'est nous demander si nous n'avons pas oublié comment nous adresser avec simplicité à Jésus. N'hésitez pas, dit-elle, à lire des histoires avec vos enfants. Sans doute que pour elle est là la clé. La vie alentour comme une histoire, si on sait regarder, si on sait écouter. Tu disais ton grand-père ? Oui, donc mon grand-père, il a été prisonnier en Allemagne pendant plusieurs années, pendant la guerre. Et il parlait pas beaucoup de ça. Mais je sais que j'avais cette soif de demander aux gens, raconte-moi où... Il était très calme, il parlait peu. Mais alors, quand il disait quelque chose, ça avait un certain poids. Donc, j'ai vécu dans un environnement où on racontait des histoires, mais avec une curiosité de savoir, de regarder. J'ai toujours regardé les choses autour de moi, cherché. La vie alentour de toi est un prétexte à histoire. Des histoires se formulent d'elles-mêmes dans ce que tu vois quand tu l'observes. Oui. Puis alors je demandais à ma maman. Je sais que je demandais, raconte-moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petite. Donc, le cauchemar de toutes les mamans, tu sais, quand les miennes, elles me demandent, qu'est-ce que j'étais, comment j'étais. Alors tu dois réfléchir, ok, c'était... Et je demandais à ma maman, raconte-moi, comment c'était quand tu étais petite aussi. Et donc j'aimais beaucoup les histoires, les mots. Tu l'as ça depuis l'enfance, hein ? Raconte-moi une histoire, raconte-moi l'histoire de toi, raconte-moi l'histoire de tel ou de tel. Oui. Et cette écoute, en fait, j'écoutais beaucoup aussi les conversations des adultes. J'écoutais et puis je réfléchissais un peu, tu vois. Je faisais des commentaires un peu, regardez ma sagesse. Ouais, j'aimais vraiment bien et j'aime toujours autant, en fait. D'ailleurs, ça, c'est l'avantage d'être maman. C'est incroyable le nombre de choses que tu vis. Tu as 3 filles. J'ai 3 filles, ouais. J'ai 3 filles. Qui sont grandes déjà maintenant, plus ou moins. C'est super. Ouais. Anne-Céline, elle a 18 ans. Elle a commencé ses études d'architecture cette semaine. Emma, elle a 16 ans. Emma, en fait, c'est un peu petite pomme. Parce que Emma est très proche de mon caractère. Elle est rêveuse. Elle aime beaucoup les mots. Tu sais, un jour, elle était à côté de moi. Elle écrivait une histoire. Et pour son cours d'allemand, parce qu'on vit en Allemagne. Et donc, elle écrit et elle me dit, maman, j'ai peur. Le petit lapin est tout seul dans la forêt. J'ai dit, mais Emma, c'est ton histoire. Tu peux faire ce que tu veux avec. Mais tu vois, cette capacité d'être dans ce monde, cette imagination. Et donc, Emma, elle a 16 ans et elle est encore fort comme ça. Tu as dit, Emma, c'est un peu petite pomme. Ouais. Et elle est comme moi. Donc, petite pomme, c'est toi, un peu ? Oh, c'est beaucoup moi, petite pomme. C'est beaucoup moi, et probablement pas seulement. Peut-être c'est une version de moi que je n'ai pas été, tu vois, mais en tout cas, oui, il y a certaines choses, j'ai écrit, j'ai ri en écrivant, parce que c'était un peu, tu vois, c'était un peu comme laisser cette petite fille en moi me raconter ses histoires, que je connais très bien, mais la rassurer, tu vois, lui dire, dans un des chapitres qui s'appelle « Trop la honte », petite pomme, sur le chemin du retour de l'école, fait pipi dans un magasin parce qu'elle a oublié
d'aller aux toilettes avant que l'école ne soit finie. Mais ça, c'est moi qui ai 9 ans, ou peut-être 8 ans. Et donc, en fait, je l'écris et j'essaye de dire, mais regarde, dans le magasin, il y avait une élève plus grande qui m'a effectivement aidée. Et de me dire, mais oui, en fait, dans les choses qu'on vit, et, tu vois, d'ouvrir, d'écouter. Et donc, les histoires se construisent tous les jours, alentour. Tu n'arrêtes pas de regarder. Depuis l'enfance, c'est présent ça. La vie formule toujours un prétexte à une histoire qui se raconte. Est-ce que c'est depuis ce temps-là que ton imaginaire se remplit de toutes ces choses qui se mettent à bouger et qui deviennent des histoires? Je pense que oui, mais parfois, peut-être qu'entre-temps, il y a une période où je crois que j'ai voulu prendre de la distance par rapport à cette partie de moi. J'ai voulu fonctionner, devenir très très fonctionnelle et beaucoup beaucoup aider les autres. Et alors en fait à un moment, mon psy il me dit, Rebecca, tu peux pas réchauffer les autres si toi t'as froid. Et cette idée, à un moment, j'ai dû dire aux gens, non, stop, arrêtez. Si moi, je vous donne tout, et ce qu'il me reste, c'est trop fin, c'est trop maigre. Et donc, il y a une période, après l'adoption de notre petite dernière, donc Anne-Céline et Emma, ce sont nos filles. Pia, c'est aussi notre fille, mais c'est un que petit vous avez cadeau. Adopté. Voilà, c'est un vous petit cadeau. Choisi d'adopter. Ouais, elle est venue donc en 2012 chez nous à 6 semaines. Elle est trisomique, porteuse de trisomie 21 pour dire ça correctement. Elle a un petit quelque chose de. Voilà, un grand différent. quelque chose. Comment est-ce que tu dis ça? Comment tu définis ça? Un petit extra. Un petit extra. Souvent, je dis c'est notre exemplaire. Parce qu'en fait, il m'a appris beaucoup. En fait, oui, je pense que c'est le moment où tout à coup, tu réalises que si tu vas constamment en dehors de tes limites pour nourrir et porter les autres, à un moment, t'imploses. À un moment, tu perds ton propre équilibre. Mais c'était très difficile parce que moi, j'avais appris, j'ai grandi dans un milieu où tu dois donner, et puis au ciel, tu pourras te reposer. Et donc, en fait, j'étais arrivée, je pense... Il fallait retrouver un équilibre ou chercher un équilibre. J'étais fatiguée quand... Donc, elle est arrivée en 2012, puis le temps que l'adoption en Allemagne se fasse. Donc, en 2013, tu as le juge qui dit, voilà, c'est le nouveau... comment on appelle ça, carnet de naissance. Donc, tu deviens les parents et tout. Et là, il y a toute cette fatigue d'avoir, je sais pas, essayé de porter le monde à bout de bras sur mes épaules. Et en fait, ça n'arrêtait pas parce que même ayant Pia dans mes bras, je regardais autour de moi en disant, Seigneur, tu veux que je fasse quoi de ma vie? Dis-moi ce que je dois faire. Donc j'avais cette espèce de, comme si tu tournes à vide. Pas à vie. Quel beau lapsus. Je tournais à vide. Comme quand tu es dans un marécage, mais tu vas de plus en plus vite. Au plus vite tu vas, au plus profond tu... Donc j'étais très fatiguée. Et là, tout à coup, il fallait que je change quelque chose. Et donc j'ai commencé à dire non à l'extérieur pour écouter à l'intérieur et retrouver justement... des choses comme dessiner. J'ai commencé à dessiner des maisons. Je dessine encore toujours des maisons. Tu dessines beaucoup de maisons. Je dessine beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire des maisons? Parce qu'alors, il y a une signification qui est belle et presque évidente. La maison, c'est un abri, un refuge, aussi un accueil, un lieu d'accueil, un lieu où vivre, un lieu où... Qu'est-ce que ça a été pour toi, l'élan de dire c'est des maisons qui viennent? C'est-à-dire, les maisons se traçaient sous tes doigts. Pourquoi c'est venu? C'est venu à ce moment-là? Oui, c'est venu à ce moment-là. Est-ce que c'est... Tu vois, on pourrait dire peut-être que c'était justement cette adoption de cette petite fille qui n'avait pas de foyer. Tu vois, chez moi, en fait, maison et foyer. Puis alors, j'aime bien l'idée de foyer comme... Tu vois, le foyer du feu. Et donc, j'ai dessiné des maisons comme un terrain, tu vois, qui redevenait solide sous mes pieds. J'étais arrivée finalement chez une thérapeute. Elle me dit dessine-moi ta situation. Et
Le sol était tout de travers. J'ai dit, regarde, j'ai l'impression d'avoir construit ma maison sur un sol et tout est de travers. Tout est de travers. Et donc, il a fallu retrouver le sol, tu vois, l'équilibre. Et vraiment, ça commençait par oser dire aux gens, non mais écoutez, en fait, j'ai pas envie de venir boire un café avec vous pour causer, parce que ce temps que je passe à m'occuper de toi, en plus je suis psy, donc tu peux bien imaginer qu'après 3 minutes, on parle des problèmes des gens, et j'ai tendance à faire ça, tu vois, en fait, à un moment, j'ai dit, mais j'ai l'impression de me promener avec un panneau sur la tête qui dit, raconte-moi ta vie, mais la pire partie de ta vie, s'il te plaît, je vais t'aider. Donc je donnais ce message. Et le sol basculait. Oui, bien sûr, parce que alors tout à coup, t'avais les gens. Un jour, je vais au parc, donc Plaine de Jeux, non. Vous dites aussi Plaine de Jeux en Belgique, non? Les Français qui disent le parc. Et cet après-midi-là, j'ai une personne qui m'annonçait son diagnostic de sclérose en plaques. Puis je m'assieds dans le sable, et la personne à côté de moi me parle de la manière dont sa maman est décédée. Et puis l'autre personne me parle de la nièce qui avait un cancer. Et en fait, tout à coup, j'ai tout fait. Tu vois, en fait, j'ai tout fait de tous ces problèmes que je prenais à cœur. Parce que je suis entière. Hein. Mais en même temps, on est toujours dans la dynamique des histoires. Je veux dire, c'est un réservoir à histoire, tout ça. Et on va en parler sûrement. Ce petit personnage de Petite Pomme, c'est aussi c'est la captation de toutes ces histoires-là, du quotidien le plus quotidien, de la réalité la plus... crue, j'ai envie de dire, quelquefois, la plus réelle, hein, quoi. C'est vraiment les vraies choses, quoi. Les vrais gens avec les vraies douleurs, les maladies vraies qui ont des vrais noms, quoi. Non ? Exactement. Et c'est ce qu'elle fait, Petite Pomme aussi. Petite Pomme, ça c'était, tu sais, j'ai écrit un chapitre après l'autre, une histoire après l'autre, et j'ai réfléchi, oui, alors il y avait des thèmes comme la guerre. En fait, à l'époque même, comme il y a quelques années, c'était le terrorisme. On a un peu changé, mais c'était le terrorisme de ces enfants qui disent mais Dieu, comment t'as fait ton coup pour que l'être humain, ça aussi, pété du cerveau, excusez-moi, mais de ce truc de... Il y a du terrorisme, il y a des gens qui volontairement vont détruire la vie des autres, tu vois. Et donc, oui, c'est probablement tout... Ça trouve un nid dans ce que j'ai entendu chez les gens, j'écoute, mais je pense qu'à un moment, c'était comme une bouteille trop remplie et ça n'avait pas de chemin de sortie, tu vois. Donc effectivement, j'avais froid et j'essayais de donner chaud aux autres, de la chaleur aux autres. En fait, je disais, tu sais, je suis un peu comme une passoire. J'ai l'impression que les gens peuvent faire des trous et dès que j'ai un peu d'énergie, ça ressort tout. Partout ces trous. Oui, et alors j'ai dit... À un moment, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas être une passoire. Je veux être une théière. Je veux donner de la chaleur, mais je veux la donner, tu vois, je veux la donner à quelqu'un dans une situation. Et donc, en fait, à un moment, tu as vraiment un clash dans ma vie, d'une immense fatigue, d'un système de fonctionnement qui profite aux autres, mais qui ne me profite plus à moi. Et en fait, j'ai une petite fille qui a un handicap mental qui fait qu'elle a besoin de moi avec un équilibre. Tu vois, parce que Pia, Il faut que toi, tu sois en équilibre. Oh ouais. Pour que son sol à elle soit en équilibre aussi. Oui, parce qu'elle va te refléter. Ouais. Tu vois, ça c'est tout le cadeau, finalement. Je pense, le plus grand cadeau qu'elle m'a amené, c'est que Pia, quand elle est arrivée, elle m'a reflété mes émotions. Et donc, si moi, j'allais pas bien, tu le voyais, je le voyais en miroir. Et en fait, à un moment, tu réalises, je peux pas continuer comme ça. Dans une de ses chroniques, Rebecca écrit « S'il est une fable de La Fontaine que j'aime particulièrement, c'est celle du chêne et du roseau. Le chêne, fort imbu de lui-même et confiant en sa capacité à braver les intempéries, s'adresse avec un brin de supériorité au roseau. Il lui dit « La nature envers vous me semble bien injuste. » Il ne tarit pas d'éloges sur sa propre vie et ses mots sont comme une insulte faite au roseau. Mais celui-ci ne se laisse pas troubler par la comparaison et répond avec élégance. Elle dit « Combien de fois ai-je déjà cité cette réplique aux gens qui m'entourent ? Il est vrai qu'en tant que Belge expatrié en Allemagne, je me sens souvent un peu experte en flexibilité en comparaison avec ma culture d'adoption, qui peut parfois être un peu rigide. Alors oui, j'ai une certaine capacité à changer mes plans, à naviguer dans les situations un peu chaotiques, à relativiser avec humour. Je joue au roseau. J'ai appris à jouer au roseau, à m'étirer sous le vent, à courber le dos, à laisser passer la tempête. »
Tu as dans ta vie, hein, je peux l'observer dans ce que tu postes aussi, dans ce que tu publies, une grande et belle part de créativité. On va parler de l'écriture. Il y a sûrement d'autres choses aussi. Je sais que tu dessines et puis tu as commencé à travailler la terre aussi, à faire des maisons. Des maisons. Avant de parler de l'écriture, je te demandais de prendre un petit papier. Tu me dises ce qu'il y a sur ce papier, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça raconte. En fait, je pourrais inventer un mot. Tu sais même tu pas. Pourrais inventer un mot. Adoption. Alors, bien, on en a parlé un petit peu. Ouais. Adoption, c'est... Tu sais ce que c'est, l'adoption? Voilà. Tu veux savoir? À part l'histoire elle-même, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Tu sais ce que l'adoption, ça veut dire? Ça veut dire qu'un être humain est capable d'aimer bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tu vois, l'adoption, c'était donc Pia, qui n'avait plus de famille, qui est venue dans notre famille. Et je te dis, hein, j'ai vraiment eu peur. Donc, j'ai pas pris ça à la légère. En fait, je dis souvent, j'avais une grande gueule. Moi, j'étais sûre de moi. Mais ça va bien se passer, ça va être facile. Ah ouais, c'est normal. J'ai les reins pour le faire. Ouais, et puis alors, je rencontre cette petite fille. Donc la toute première fois, et ça clash, tu vois, et j'ai peur, parce que moi je suis quelqu'un qui panique, en fait, c'est dans ma vie, c'est... Et donc en fait, je suis là avec ce petit bébé, j'ai peur, je panique, je dis à mon mari dans la voiture, après l'avoir rencontré, je peux pas, je peux pas. Le riz, il tombait des nues, parce que lui, il était devenu papa au premier regard, et il avait ce bébé dans les bras, et c'était l'amour, c'était évident. Et pourtant, moi, non. Tu disais, adopter, tu disais, c'est aimer au-delà, c'est aimer plus que. Donc tu y vas avec un grand cœur, on va dire, avec une assurance comme ça. Et en même temps, qu'est-ce qui fait tout à coup qu'il y a ce doute? Est-ce qu'il est question de. Est-ce qu'il est question de foi là-dedans, de se dire. J'ai un grand cœur, j'ai la force de ça, j'ai l'enthousiasme de ça, je sais bien que c'est quelque chose que je peux faire. Et en même temps, à un moment donné, il y a quelque chose qui se brise ou qui se déséquilibre. Il y a l'humanité. En fait, il y a un moment de grâce. J'appelle comme ça. J'appelle ce moment-là le moment de grâce. Parce que c'est le moment où j'ai Pia dans mes bras. Tout le monde attend que je sois heureuse. Tu vois? Et en fait, moi, je me liquidifie de peur. Je regarde autour de moi en me disant, je suis pas dans le bon film. J'ai peur, je pense à mes 2 grandes filles, je pense à mon travail avec les personnes handicapées mentales que j'ai en Belgique, je sais que le pas que je suis en train de faire, c'est grand. Énorme. Et en fait, je réalise tout à coup que seule je peux pas. Et donc en fait, je marche le lendemain, j'ai pris mes clés, je suis partie le matin, sans mon portefeuille parce que sinon je crois que j'aurais pris le train, je serais partie. Je pars marcher dans la forêt, je vois un écureuil qui saute d'un arbre à l'autre. Moi, j'aime les écureuils. Alors, je dois te dire, il y a un truc, c'est vraiment... même quand on se promène et qu'il y a un écureuil, le monde, c'est fini. Hein, tu vois, tu peux pas me demander ce que tu veux. J'ai un écureuil. Je vois cet écureuil qui me dit, de la manière dont il saute, il me dit « Hey, Dieu est là. » Et je pense, j'ai juste envie d'attraper un fusil. Et paf, l'écureuil. Fous-moi la paix, écureuil. Arrête de me dire que tout va bien se passer. Que la vie est belle, parce que moi je vais mal, parce que j'ai peur, parce que je doute. C'est quoi, il y a eu un craquage dans cette assurance de... Absolument, il y a eu comme un accouchement, je sais pas, j'ai perdu les os. Et donc en fait je marche dans cette forêt, je m'assieds sur un banc, et je dis à Dieu, mais écoute, non mais moi je sais pas le faire, hein. Sans toi... Sans toi, ça n'irait pas. Et ce qui était épatant, c'était l'assistante sociale qui nous suivait. Donc, elle nous appelle le lendemain de la première rencontre. Elle dit, alors, Madame Fischer. Et je dis, j'ai peur. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais vous n'êtes pas seule. Jésus aussi, il a eu peur. Et j'étais là. Elle a dit ça? Ouais. Elle a dit ça? Oui, elle savait. Elle était chrétienne aussi. Puis elle savait combien la foi c'était important. Elle m'a dit... Et Dieu vous aime aussi si vous n'adoptez pas cette petite fille. Et je faisais que pleurer, tu vois, je pleurais, j'aurais tant aimé la version forte, tu vois. Mais quelque part, moi je dis, c'est la grâce dans ce moment de doute où tu réalises, en fait, j'ai pas les épaules du tout, mais je suis pas seule. Donc un craquage, un vrai gros craquage dans ta trajectoire de foi, comme tu l'as vécu là, est-ce que dans ces moments-là, c'est là que peut surgir la grâce, comme si...
Cet écart qu'on mettait entre une C'est trop grande écart, assurance tu sais. et le désir d'un grand cœur fait qu'on empêche cette grâce-là de surgir. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu comme c'est Icare qui voulait voler jusqu'au soleil. Ouais. Ce moment de craquage, c'est la grâce qui te rappelle qu'en fait, essaye pas de voler vers le soleil. Et donc, j'étais là entre deux visites, perdue dans les méandres humains, tu vois, les craintes. Et puis je l'ai revue, et puis c'était clair, et puis je l'ai aimée. Et puis, elle est là depuis 11 ans chez nous. Il n'y a pas un jour où je me suis demandé... Tu sais, moi, je la regarde et je me dis oh, mais quelle chance j'ai, cette petite fille. On me l'a donnée. Ouais. Tu vois bon, c'est la même chose avec mes deux grandes. Hein. Je suis époustouflée, je suis contente. Mais il y a encore une étape différente de l'adoption. C'est-à-dire que quelqu'un te fait confiance. Et confiance que tu vas pouvoir développer cet amour. Et ça, c'est effectivement, je le vois... par exemple dans les familles d'accueil, tu vois, qui prennent des enfants et qui ne sont pas des enfants faciles, ils viennent avec des bagages énormes, et pourtant l'être humain a la capacité d'aimer. Tu vois ? Et ça, c'est... l'adoption, c'est ça. Je pense que c'est ce qui me touche le plus, c'est que c'est un signe qui te dit, il y a l'amour, Dieu nous a donné la capacité d'aimer bien au-delà de ce qu'on pense qu'on peut faire. Tu as écrit un livre là-dessus, sur elle, sur l'adoption, ouais. etc., qui n'est publié qu'en allemand, si je ne me trompe. Est-ce que ça a été un moment nécessaire d'écrire ça ? Est-ce qu'on t'a demandé de l'écrire pour comme en témoigner, pour encourager peut-être d'autres parents dans ce choix-là ? Ou est-ce que toi, tu as eu envie, besoin, un désir fort de dire je veux raconter ce qui s'est passé là ? Moi, je racontais déjà. Donc en fait, assez et vite, pour on m'a qui ? demandé... Oh, mais les églises, par exemple, D'accord. tu vois, les gens demandaient... Oui, les gens étaient très intéressés, voulaient bien savoir, c'était une drôle de décision de vie. Tu sais, parfois, en fait, je regarde en arrière, je me dis, waouh, en fait, c'est ma vie, on a fait ça, c'est cool, ça. Et donc tu as eu envie de l'écrire ? J'ai eu envie, ouais, en fait, c'est pas l'éditeur qui t'a demandé ça ? Non, j'ai eu envie de l'écrire, donc j'ai contacté un éditeur, Neufeld, et lui, en fait, David Neufeld, il a été adopté avec sa femme, 2 enfants, porteurs de trisomie 21. Donc ça résonnait, ouais, et d'emblée. c'est avec sa maison d'édition aussi. Ouais. Ils font des livres, ils font des superbes calendriers, muraux, avec des photos d'enfants porteurs de trisomie, c'est magnifique. Vraiment... donc je lui ai dit David, écoute, est-ce que tu as envie ? Est-ce que vous avez envie ? Donc il m'a dit fais un petit projet de livre, et puis c'était très intéressant. J'avais un lecteur qui était docteur en langue germanistique, c'est ça ? Langue germanique, ouais. Il a dû pleurer en lisant mes fautes, c'était plein de fautes de grammaire, mais en fait le cœur était dedans, parce que j'écris avec le cœur. C'est la première fois que tu écrivais en allemand, écrire un livre en allemand directement, ce qui n'a pas été traduit, ce livre, tu l'as écrit en allemand. Non, je l'ai écrit en allemand. Ouais. C'est en parallèle, écoute, c'est en parallèle justement à cette période dont je te parle, de ce moment, ce moment dans ma vie où je réalise qu'il faut que les choses bougent et que je reprends des activités. En fait, les Fabuleux au foyer me contactent. Je commence à écrire pour les mamans en français. Une maison d'édition me contacte, allemande, pour avoir des nouvelles, parce que j'avais un ami qui a dit mais tu écris donc et donc tout à coup là, je commence à écrire et j'avais peur. En fait, j'étais vraiment encore dans je crois que j'étais dans une place où j'étais très très fatiguée, j'avais beaucoup de doutes, je savais plus très bien. Et donc au fur et à mesure, j'ai écrit une nouvelle ou l'autre, puis j'ai écrit ce livre avec un lecteur, donc celui qui corrigeait, d'une gentillesse, d'une patience. J'ai eu une pause de 6 semaines où j'ai rien su écrire parce que justement je ne voulais pas que ce soit la famille Fischer héroïque adopte un enfant trisomique. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait s'il fallait le faire en diagonale? Tu disais j'écris ce livre parce que je voudrais dire ça. Faire entendre que... Pas que la famille Fischer est héroïque parce qu'elle adopte un enfant, mais qu'est-ce qu'il fallait dire en fait? Moi j'aimais bien l'idée que la vie c'est beau. Ouais. Et que Pia elle est magnifique et on est tellement content de la voir et que c'est un enrichissement et que tu peux suivre dans la vie des chemins et prendre des décisions qui sont peu communes
tout en ayant peur, tout en ayant des doutes, tout en ne sachant pas au début où tu vas arriver. Mais tu vois, tu peux avancer comme un jeu de pistes. Ouais. Tu vois, tu suis un élément. Tu l'as en main. Tu es là. Tu suis le prochain. Donc, on n'a pas adopté Pia du jour au lendemain. C'était tout un processus. On était accompagnés de gens compétents, professionnels. On a eu nos hauts et nos bas. J'ai eu des doutes. Mon mari, il est plutôt, tu vois, style très sûr de lui. Donc, je me demandais, mais tu comptes redécider ça combien de fois? Moi, je redécide tant qu'il faut. Jusqu'au moment où c'est décidé, c'est bon. Et donc, ouais, j'avais envie de dire ça. J'avais envie de faire un livre qui fait sourire, qui fait dire « Oh, waouh, c'est cool !» Tu vois? Ils sont normaux et il leur est arrivé quelque chose de pas normal. Tu vois? Ou bien ils sont pas normaux. Ils sont pas normaux, mais on aime bien leur folie, tu vois? Ils sont en tout cas aimables dans le sens purement littéral. Ils sont à aimer. Oui, bon, j'espère. Mais ouais, mais c'était... Ouais. Et puis alors Pia, elle est... C'est mon cadeau, c'est ma lettre. Ouais. Je dis souvent, c'est ma lettre... Si Dieu m'avait un jour écrit une lettre d'amour, eh ben, ce serait Pia. Parce que tu vois, tu la regardes vivre, tu la regardes réfléchir, avancer à son rythme, et tout à coup tu comprends que la vie c'est ni succès, ni rapidité, ni... la vie c'est bien plus, tu vois. C'est dans le cœur, je sais pas. C'est dans le mouvement. Tu vois. Donc... Cet enfant-là, elle a trouvé sa place dans Petite Pomme aussi. C'est la petite Miss. Ouais, c'est la petite Miss. C'est un nom que tu lui donnes en vrai, ça, la petite Miss, ou bien c'est un nom qui est venu dans l'imaginaire de Petite Pomme. Il y a sa petite sœur qui est. C'est la petite Miss, je sais pas. En fait, c'est comme si tu me demandes. Mais pourquoi elle s'appelle Petite Pomme? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Tu vois, parfois, non, fait... c'est peut-être le côté, la petite Miss... Enfin, moi, quand j'avais vu le livre, enfin, le nom qu'il lui est donné, c'était un petit peu comme de dire... ça lui met une place singulière. Elle est pas... C'est pas la grande sœur, c'est pas la petite sœur, c'est pas machin ou machine, c'est la petite Miss. Comme s'il y avait un truc spécial avec elle. Oui. Et puis, Est-ce que c'était ce désir-là, de dire, en fait, il y a cette petite Miss qui est là? Ça lui donne déjà, on ne sait même pas. Est-ce que c'est la sœur? C'est la petite Miss. C'est un personnage, vraiment, quoi. C'est la petite Miss. Oui, je crois qu'en fait, il y a un univers autour de Petite Pomme qui est presque indépendant, tu vois. Donc, il y avait des évidences. Et donc, quand quelqu'un me demande pourquoi il s'appelle Petite Pomme, eh ben, je ne sais pas t'expliquer parce que c'était une évidence pour moi. Tu vois, c'est venu rapidement, tu t'es dit, j'entendais que tu disais à quelqu'un, en présentant le livre, autre comme 3 pommes, enfin, c'est cette idée-là, parce que Petite Pomme, ou comme un nom affectueux, comme un petit surnom, comme ça. C'est ça. C'est aussi pour que, tu vois, ce style, les enfants puissent s'identifier. Donc, il y a très peu de prénoms, finalement, en tout cas dans la famille. Il y a la maman, il y a le papa. Il y a la grande sœur, il y a Petite Pomme et il y a la petite Miss. Et je pense que c'était une manière un petit peu de dire c'est ta famille, c'est ma famille, c'est... tu vois, c'est... Est-ce que Petite Pomme ait commencé à écrire les aventures, les petits pépins de Petite Pomme? C'est venu du même désir, comme on parlait du livre tout à l'heure, de dire en fait il y a un truc qui se passe ici dans ce que je vis, ici alentour, ici à l'école, ici avec les gens au bac à sable qui me parlent de cancer et voilà, et les trucs et la guerre et les machins qui font du bruit et du chahut, de se dire en fait il y a un truc à explorer là pour dire que cette vie c'est la vraie vie et qu'il ne faut pas la séparer de qui est Jésus. Est-ce que c'est venu du même désir de dire... Oui, c'est la même alors, pas de la même façon. Voilà ce que les Fischer vivent au quotidien, parce que c'est pas... Bien sûr, il y a une inspiration du quotidien, tu t'en défends pas. Non, d'où est-ce que c'est venu ce désir de faire émerger ce petit personnage et de lui donner la parole? Tu sais et pour raconter quoi? Je crois que c'est parce qu'elle me faisait du bien. Je crois qu'au début, c'était... justement ce trop-plein, ces questions, c'était une manière peut-être même de me rapprocher de Dieu à un moment où j'étais tellement fatiguée que c'était un moment où j'avais envie de lui dire mais écoute, non quoi, j'en ai marre. Tu vois, quelqu'un me demandait c'est quoi ton image de Dieu? Mais je dis Dieu c'est quelqu'un chez qui tout le monde peut aller sur ses genoux. Et moi, je suis son assistante, je l'aide. Et je pense que j'avais besoin de retrouver ce truc enfantin
tu vois, de dire, mais j'ai envie de lui dire des choses, et l'écriture, c'est pour moi un moyen très... c'est autre chose que parler. En fait, je pouvais écrire, et c'était un peu comme un dialogue avec moi, avec lui, et puis c'était, tu sais quoi, les plus beaux bouquets, ils éclosent sur les plus gros tas de fumier. C'était pour moi une manière de faire quelque chose de beau, de toutes ces questions, tu vois. Puis je voyais mes filles grandir et je les observais et je trouvais ça épatant, les questions qu'elles avaient. Si j'avais envie de leur... j'avais vraiment envie de leur partager quelque chose de la foi de... si, justement, va sur les genoux. Va sur les genoux de Dieu. Et puis en fait, tu sais quoi ? Dis-lui s'il y a une colère. Ça, tu sais, j'ai appris avec Pia aussi. Au début, quand elle est venue, elle devait apprendre que moi, j'étais sa maman. Tu vois ? Je veux dire, c'est pas... pour nous, on nous avait dit, voilà, c'est votre bébé. Mais bon, comment tu dis à un bébé ? C'est tes parents. Et donc, en fait, pendant tout un temps, les enfants qui sont adoptés, ils vont se surajuster. Surtout ne pas faire de problème, tu vois. Et la première fois que Pia a pleuré dans mes bras et que j'ai pu la consoler, tu vois, et lui dire, dis-moi ça, crie-moi ça, et quand tu vas mal, n'hésite pas, viens, je peux le porter, je peux l'entendre. Et en fait, je pense que c'était ce truc avec Dieu aussi, d'arriver à dire, mais lui frapper sur la poitrine et dire, mais je comprends pas pourquoi tout ça, tu vois, tout. Et en fait, j'arrivais à faire ça avec Petite Pomme, et je pense que c'était un mélange entre mon quotidien, mon histoire, et puis ma foi, mais aussi mon métier. Ça rentre beaucoup, la part de ça. Enfin, après ça, je veux dire, c'est dans ton ADN. C'est dans la façon de voir les choses, de les accueillir, de les embrasser. Donc, mais il y avait... C'est inconscient un peu, ou est-ce que c'est conscient ? Parce qu'il y a un aspect dans le bouquin qui est, j'aurais presque envie de dire un peu pédagogique, c'est-à-dire de faire entendre des choses qui font chemin pour qu'on puisse les recevoir d'une façon nouvelle. C'est pédagogique, on apprend quelque chose, en tout cas on repositionne des certitudes qu'elle fait bouger, ce petit personnage fait bouger des lignes comme ça. Quelle part tu définirais de ça, de toi psychologue, dans cette part d'écriture ? Je vais tourner ta question, et en fait je vais te dire qu'en fait ça c'est ma manière à moi d'être psy. D'accord. Donc j'ai jamais eu un cabinet par exemple. C'est beau ça de dire ça, c'est beau ça. C'est ma manière à moi de l'être, c'est-à-dire que c'est présent sans l'être, délibérément. Et en même temps, du coup, ça s'exprime vraiment librement. Tu sais, un jour, quelqu'un, donc j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être psy en face à face. Je ne veux, parce que je porte, pourtant, il y a beaucoup de gens qui me parlent, mais alors je dors pas la nuit parce que je me fais du souci pour les gens et tout. Donc j'ai toujours dit, non, mais j'ai étudié la psycho, mais je ne veux pas devenir thérapeute ou psychologue. Et alors quelqu'un m'a dit un jour, mais pourquoi tu étudies la psycho ? Alors j'ai dit, parce que j'aime écrire et expliquer. Et donc en fait, j'ai vu ça, tu vois, quand j'écris pour les mamans avec les fabuleuses au foyer, je sais que, tu vois, c'est ma manière à moi d'approcher les gens, mais de leur parler par exemple des émotions, tu vois. Donc oui, toutes les parties. Ok, donc c'est une matière que tu donnes en écrivant toujours, te dire... toujours, je sais pas, parce que je pense que parfois... Tu définis pas la psychologie des personnages, tu y vas comme ça. C'est ça que je disais, ça s'exprime librement. Tu dis, j'ai renversé la question, j'ai renversé le mode de faire, et je ne veux pas être psy en face à face, mais je veux écrire ou manifester à travers la vie de ces personnages quelque chose qui fait matière chez les gens. Voilà, je veux... Tu réponds à des questions, en fait, elle répond... comme une... Oui. Sans arrêt, je veux dire, ce petit personnage sûr. Et les autres alentours, et les histoires qui se racontent. Les nouvelles aussi, tu sais, c'est intéressant parce que toutes mes nouvelles ont énormément à voir avec des émotions, des situations. Tu sais, c'est ce que j'aime, c'est... De préférence, je serai assise à côté de mon lecteur, ma lectrice. Je lui mettrai ma main sur l'épaule. Je lui dirai, tu sais, t'es pas seule. Et tu fais bien, et
et c'est pas facile, tu vois. Oser dire aux gens, c'est pas facile. J'ai pas envie que mes lecteurs ils soient emportés dans un monde de rêve et tout va bien. Non, j'ai envie qu'ils ressentent ce truc de... En fait, l'humanité, et on partage ça, et on partage, on sait qu'il y a le doute, on sait qu'il y a la peur, on sait qu'il y a la fatigue. Tu peux imaginer, parfois j'écris pour donc, des mamans qui sont aidantes, qui ont des enfants, tout comme moi j'ai Pia, mais ce poids de la vie qu'elle met sur tes épaules, et où tu dis, si moi je craque, est-ce que tu craques? Et de dire à ces gens, on voit, tu vois, on voit, on sait que le matin, tu vas te mettre à quatre pattes pour faire les... Tu sais, ça m'émeut, c'est fou. Pour faire les lacets de ton enfant, tu sais. Ça fait 11 ans que je nettoie les lunettes de Pia. Personne ne voit, tu vois. C'est pas grave. J'ai pas besoin que les gens le voient. Mais alors quand j'écris et que je pense à une maman qui a un enfant porteur de handicap, qui peut-être lui a donné son repas à la cuillère pendant des années, tu vois, de dire, mais en fait on sait. C'est pas invisible, t'es pas invisible. Et non, c'est une écriture comme ça, c'est l'écriture que j'aime, c'est l'écriture qui me coûte le plus. Après, je suis fatiguée comme tout parce que j'essaye de donner tout, tu vois, j'essaye d'écrire vrai, je sais pas très bien écrire à la légère, je pense. C'est plutôt bien, non, ça? Ouais, je pense que oui. Je pense que tout le monde n'a pas à écrire comme ça, mais moi, c'est ma manière, tu vois. En même temps, Petite Pomme, il y a une légèreté splendide, je veux dire, dans cette insolence, dans cette liberté qu'elle a de faire bouger les choses. Il y a quelque chose qui est extrêmement léger. Et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est que ça nous emmène ailleurs. Tu viens de dire, j'ai pas envie de raconter aux gens que la vie, c'est tout va bien, tout va aller bien, etc. C'est pas comme ça. Et j'ai l'impression, enfin, d'avoir en lisant le livre, c'est ce qui m'apparaissait pour ce petit personnage, c'est en fait la même chose par rapport à la foi. C'est dire, mais si vous croyez que parce qu'on croit en Jésus, la vie va devenir belle et bonne, en fait, on fait un faux chemin. Ce qu'elle vient faire là, c'est changer ce paradigme aussi avec cette joyeuseté qui est la sienne. C'est ça qui est intéressant, vraiment. Oui, et c'est donner une autre vie. matière, en fait, de dire, mais la vie, c'est la vie, quoi, c'est pas... Oui, non, mais c'est ça. Et donc, est-ce que ça vient changer ça, dans ta tête, il y avait ça? Tu te dis, il faut absolument faire bouger ce truc, parce que c'est pas vrai de croire quand même, parce que, parce que la trajectoire d'une foi chrétienne, c'est d'imaginer que tout va aller bien tout le temps. T'avais envie de renverser ça, ou c'est venu comme ça, parce que c'est comme ça que tu le portes? Non, je crois, j'ai vu, tu vois, comme j'ai toujours regardé, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai entendu les drames aussi, tu vois, mais j'ai jamais perdu le côté très enfantin. Je sais pas, c'est... Je vais regarder, chercher jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui m'épate, tu vois, j'ai pas envie d'abandonner à la grisaille. J'ai envie de voir et de découvrir encore. Et j'avais envie que Petite Pomme, elle soit comme ça, qu'elle ose dire, et elle met les choses sur la table. Et alors, il y a un gros râlage, mais il y a de la dynamite. Il y a de la dynamite. Il y a du dynamisme là-dedans, tu vois. Et quand il y a un problème, tu sais, mes filles, elles regardaient comment elle réagit, maman. Bien sûr. Est-ce que maman est tranquille ou est-ce que maman est inquiète? Et donc, en fait, je me dis, mais j'ai rien à perdre. Tu vois, ou quand je vais chez le médecin et qu'il faut attendre une éternité, moi, je prends quelque chose à lire. Donc, quand je ne dois pas attendre aussi longtemps que normal, je dirais, non, mais j'ai pas lu assez, moi. Ou je vais chez le dentiste et j'ai trouvé un truc, c'est... Quand tu attends sur cette chaise de dentiste et que t'es maman, en fait, t'es allongée là, et il n'y a pas de bruit, j'ai envie de dormir. Alors... La dentiste, elle vient et je dis non, c'est bon, j'étais bien là, je dors. Vous me dites si je ronfle. Et donc, tu vois, c'est pas agréable. Non, j'aime pas aller chez le dentiste. Non, tu vois. Mais par contre, dans le moment où je suis allongée sur cette chaise et je suis portée du haut de la tête jusqu'au bout de mes pieds, je suis bien. Alors, je suis bien, tu vois. Et Petite Pomme, elle est comme ça aussi. Et beaucoup d'enfants sont comme ça aussi, dans ce moment. Tu vois, je suis bien, ou je suis fâchée, ou je suis en colère, ou je m'amuse. Mais tu vois, tu as cette émotion comme ça,
Et donc, et moi j'aime bien, et moi j'essaye vraiment, d'ailleurs je le montre à mes filles et tout, de regarder autour de vous, chercher ce qui est beau. Tu vois, oui, ça va changer, mais donc ça j'ai essayé de donner à mon petit caractère, mon petit personnage, c'est son caractère, c'est sa nature, c'est son ressort. Oui, c'est ça, son rapport à la vie. Et c'est celui que j'essaye d'avoir, vraiment. Dans un sourire, dans un regard, écrit Rebecca, cachés au creux, des mots en or. Les mots en or que nous portons et partageons au gré des jours. Ces mots qui vivent d'être dits vraiment, lestés du poids de leur valeur, un vrai merci, un vrai pardon, un « peux-tu m'aider » qui sonnent juste, des mots non capitalistes, gratuits, légers, qui portent en eux toute l'essence de notre vie, le signe de notre humanité, l'importance des moments partagés. Tu prends un petit papier ? Ouais. Différence. Différence. Qu'est-ce que ça raconte ? Oh, la différence. On a sûrement déjà en fait parlé de ça. On n'arrête pas de parler de ce qui est différent. Écoute, différent, c'est nous, en nous. C'est les autres, mais c'est aussi en nous, je crois. La différence de l'autre, généralement, elle fait écho à quelque chose chez nous. Donc, il y a des différences que je connais assez bien, avec lesquelles je suis confortable, et puis il y a des différences où même moi, je réalise que c'est comme du pudding, c'est du flan à l'intérieur. Tout bouge, tu vois ? Je trouve que c'est vraiment une plus-value à la vie, mais je te mentirais si je dirais que j'ai facile avec. Ouais. Parce qu'en fait, non. Parce que j'ai mes zones aussi, tu vois. Qu'est-ce qui est difficile à envisager dans la différence ? Quand on constate la différence, quand on mesure la différence ? Bien plus proche de ce qui est différent. Tu vois, en fait, je pense que c'est ça. C'est tous les possibles. Tu vois, quand tu rencontres une personne qui peut-être a des troubles psychiques, qui est dans un hôpital psychiatrique un temps, qui est malade, et que tu réalises que cette personne est vraiment très proche de toi, il y a ce possible, et si ça m'arrivait. Et donc c'est très être humain, c'est très être vulnérable, c'est oser dire à l'autre. Ça, c'est difficile, d'être humain, vulnérable, oser nommer cette différence. Ouais, c'est très difficile d'être humain et vulnérable, oui. Est-ce qu'il y a une différence pour toi ? Différence, je dis différence. Être différent, entre la différence et l'altérité, qu'est-ce que tu vois comme chemin ? Ce qui est autre, est-ce que c'est pareil que ce qui est différent ? Et moi, je trouve que dans altérité, t'as plus de... ça me donne une impression de plus, tu vois, de plusieurs possibilités, où on choisit un petit peu. La différence, je verrais un peu plus comme un, tu vois, une personne. Ouais. Je compare, l'altérité, c'est un peu style, c'est une bonne soupe une julienne de tout légumes ce qui est autre avec, que... Tu vois, en fait, oui, c'est ça. Tu vois, une soupe, c'est la julienne, c'est ça, non ? Elle a encore les morceaux de légumes, tu peux les reconnaître, tu vois ? Donc tu as un tout qui est créé par différentes parties. Je retiendrai cet exemple pour définir l'altérité, la soupe julienne. La soupe julienne. Dis-moi un peu, l'écriture, est-ce qu'elle a pris... Bon, tu écris, il y a ce livre maintenant qui sort, tu disais c'est ton premier livre pour enfants, vraiment. Tu as écrit ce livre sur pied en allemand, tu écris des contes, des nouvelles, voilà, des nouvelles de bonne nuit, on dit ça, c'est ça ? J'ai écrit des nouvelles de Noël, par exemple. C'est mes préférés à écrire, en fait. Comme toutes les autres, mais des nouvelles, des histoires de bonne nuit. Des histoires pour aller vers la nuit, des histoires pour lire le soir. Un livre, donc j'ai sorti ici maintenant aussi en septembre en allemand un livre de bonne nuit pour les mamans. Qui vient de sortir en même temps que Petite Pomme. Hein. Ouais. Quasi, tu m'as dit un jour ou deux avant. Ils sont arrivés à un jour proche. Donc c'est un livre, tu sais, t'as ces mamans qui vont encore lire une histoire avec leurs enfants, donner un bisou sur le front, remettre la couverture convenablement.
Et c'est de nouveau une écriture très émotionnelle, tu vois. Un livre qui aide le corps à produire de la mélatonine. Probablement. Non, c'est pas bien de dire ça. Non, mais enfin, non, mais en tout cas, d'aller dans l'idée tu vois, d'une sérénité à trouver, de s'apaiser, de tout ce qu'on doit apporter chaque jour. Et entendre cette voix bienveillante qu'on a très très peu tendance à utiliser avec nous-mêmes, mais qu'on utilise avec nos amis, tu vois. Et en fait, de devenir, moi je dis souvent, devenir l'avocat de la défense de notre côté. On est très souvent juge envers nous-mêmes, tu vois. Et j'invite donc les mamans à sortir du rôle de juge ou de l'avocat, tu vois, qui vient attaquer en disant « T'as encore crié sur tes enfants, et t'as pas fini ça, et t'as pas fini ça. » Et de devenir l'avocat de la défense qui dit « Mais est-ce que tu vois tout ce que tu fais, est-ce que tu vois, tu vois, et donc en fait t'as des mamans qui essayent de jongler, des papas aussi sûrement, qui jonglent énormément de choses et les balles sont trop grandes, elles sont trop nombreuses, et en fait ce qu'elles ont besoin d'entendre c'est mais non, mais il y a personne qui gère à 100%. En fait t'es comme un drap de lit qui est un tic trop petit pour ton matelas. Il y a toujours un coin qui est, tu vois, t'essayes de le mettre. Alors tu dis, allez, c'est bon. D'un côté, ça lâche de l'autre. Oh, ça lâche de l'autre. Si t'arrives à faire... Tu sais, les gens, quand j'ai écrit mon livre sur Pia, donc sur l'adoption, donc les gens m'ont demandé à l'époque, comment t'as fait pour écrire un livre? Alors je leur disais, c'est pas la bonne question. La question c'est, Rebecca, quand est-ce que tu as nettoyé dans ta maison? Alors il me disait, dis-moi, quand est-ce que tu as... Genre je disais, je peux pas, j'ai dû écrire un livre. Ouais, justement, alors, quand on en parle comme ça, il y a ces livres-là, il y a le livre de Pierre, il y a Pomme maintenant, ce livre de Bonne Nuit qui sort maintenant. Quelle part prend l'écriture dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu as comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as des moments où tu dis ça c'est pour moi? Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que tu dois réserver des choses? Est-ce qu'une fois que les filles sont à l'école, tu peux travailler? Est-ce que tu as cette plage-là? Est-ce que l'écriture a pris un espace qui demande que tu aies beaucoup de temps comme ça, chaque jour? Non, à la base, en fait, j'ai commencé il y a des années, mais là, j'avais pas encore Pia. J'ai traduit des textes et des petites chansons pour enfants, pour une amie. De l'allemand en français. J'avais non-stop des enfants avec moi. Donc en fait, ce que j'avais, c'était des papiers. J'avais mes textes, j'allais partout avec. Je les avais. Et je suis devenue la reine de entre deux. Constamment, tu pouvais intervenir sur ce que tu étais en train d'écrire. Entre les choses. Entre les choses. En fait, en allemand, c'est nebenher, à côté. Tu vois? En fait, dès que j'ai abandonné l'idée d'avoir un temps. Tu vois, par exemple, j'ai pas envie d'aller faire un week-end d'écriture, tu vois. Mais je sais, parce que je sais que si j'attends, je vais jamais l'organiser. Donc, je suis vraiment, je saisis le moment. Parce que tu fonctionnes mieux comme ça. Tu as appris de toi à reconnaître que c'est comme ça que l'écriture jaillit plus facilement? Pas forcément. Ou de se faire un café, de s'asseoir pour écrire, de se dire voilà mon temps, j'ai 3 heures devant moi par exemple. Ça arrive aussi ça ou pas? Ça arrive, mais c'est très rare. Parce que tu parles de ça avant, mais maintenant parce que l'écriture a pris un peu plus de place. Ça arrive, mais c'est très rare. On a une vie toujours très, très, très occupée. Et donc en fait, parfois je me dis, bon mais maintenant là il faut que je fasse... Tu vois, je me donne une ligne, il faut absolument que je fasse un texte, tu vois. Alors, ce que je fais, c'est j'écris un texte, je le mets au frigo. C'est Stephen King qui a écrit un livre sur l'écriture, on writing, et qui explique aussi ça, je trouve ça épatant. Tu écris la porte fermée, tu écris ton texte, tu le mets au frigo, et puis tu reviens dessus après, à froid. Et donc, littéralement au frigo? Littéralement à froid. Oui. Le texte est froid. Oui, la page est froide. Quand je viens de l'écrire, il est trop chaud. Tu vois? C'est comme mon gâteau. Si je voulais lui mettre... Tu peux pas l'avaler de suite. Non, mais tu peux pas lui mettre. La décoration, elle fondrait dans tous les sens. Voilà. Donc en fait, mon texte, je le laisse sortir. Mais avant qu'il sorte, il s'est construit dans ma tête. Donc, j'imagine énormément mes textes. En fait, je suis dans mon monde. Ça peut être en vacances, donc partout en fait. Ça me à fait chaque instant. Rire, ça me fait rire. C'est une belle façon d'écrire finalement, d'être toujours
dans l'attente que quelque chose prenne son envol comme ça. Un incident, ça se sent très fort évidemment dans les histoires de pommes. Tu sais, je crois que qu'on est ancré dans le quotidien avec tous ces dérapages, avec tous ces ratages et toutes ces choses miraculeuses, minuscules, quoi, qui sont alentour. Et avec les hauts et les bas, hein, parce que autant je vois le beau, autant je vois le difficile et la tristesse, et là aussi parfois, et l'angoisse, parfois, tu vas me dire, mais je vais jamais y arriver, tu vois, ces livres, même aussi, c'est trop grand, cette adoption, c'est trop grand pour moi, tu vois, toujours de nouveau ce truc, et puis alors je me dis, je vais faire le prochain pas, alors je fais le prochain pas, et puis je m'entoure de gens qui m'encouragent, et je sais que les gens, je leur dis autour de moi, je dis voilà, je vais avoir besoin de quelqu'un qui a confiance, qui est calme. Moi, je vais avoir peur, je vais paniquer, je vais vouloir tout annuler, mais j'ai juste besoin de quelqu'un à côté de moi qui a confiance et qui me prête sa confiance, tu vois. Et alors, j'avance. Alors, je fais des projets. Petit papier. Un dernier petit papier. Parce que ce sera l'élan d'un projet, un mot que tu inventes. Il y avait un mot dans les mots qu'il y a pas. Enfin, c'est un dernier papier, je ne vais pas te demander de le tirer, mais il y avait un des papiers sur lequel j'avais écrit forêt. J'avais envie que tu parles de ça, mais juste peut-être en 30 secondes, si c'est possible. En 30 secondes, forêt. Il me semblait que c'était un mot qui résonnait. Tu en as parlé tout à l'heure. Dans un moment, justement, tu disais, tiens, il y a eu ce moment de grâce et de mouvement comme ça, et l'élan, c'était d'aller un moment dans la forêt. Voir cet écureuil que tu voulais dézinguer avec un pistolet, que tu n'as pas fait. Mais pourquoi la forêt? Qu'est-ce que ça... la forêt. Ou comme ta fille qui met des règles, quand ça ne va pas, sors te promener. Est-ce qu'il y a la forêt près de chez toi? Oui, il y a la montagne, hein. On est à 800 mètres d'altitude. Promener, tu sais, marcher. Vider sa tête. En fait, vider ma tête. Marcher et voir que tu fais partie de quelque chose qui tient, tu vois, en dehors de toi. Quand tout bouge en toi, tu as besoin de revoir qu'il y a quelque chose de plus grand, tu vois. Et donc, tu sais, en allemand, on dit « sich erden ». Et erden, c'est la terre, tu vois. Donc, retrouver, s'ancrer. Sauf en français, ancrer, c'est plus comme une encre de bateau. Mais en allemand, tu as vraiment ce mot. Se poser, prendre racine, c'est quoi? Ouais. Non, pas prendre racine, mais dans le sens de se nourrir. Tu vois, okay. Et donc, non, écoute, quand je m'oublie, parce qu'en fait, j'ai tendance à m'oublier, oui. Quand je m'oublie, la première chose que je dois faire, c'est ou bien dormir, ou bien effectivement aller marcher. Tu vois, aller marcher, regarder autour de moi. Parce que je vais regarder, hein, je vais regarder. L'automne, c'est ma saison préférée. Je dis toujours que les arbres, c'est les plus belles cathédrales. En fait, oui, la forêt, tu vois, c'est ça. C'est les plus beaux vitraux. Tu as déjà vu les couleurs des feuilles. C'est les plus beaux vitraux qu'il y a. C'est la plus belle église. La forêt, c'est la plus belle église. Est-ce que tu aimes bien cette phrase? Parce que moi, j'aime bien cette phrase. La forêt, c'est la plus belle église. La forêt, c'est la plus belle église. Belle phrase. Et donc, belle image aussi, surtout. Donc, c'est vivant, quoi. Ouais. Moi, ça rend à la fois l'église vivante et ça rend vivante cette image dans la perception qu'on en a, quoi. Oui. Et moi, je peux être là, je peux être petite, au milieu des arbres qui sont très grands. Et il y a une pause, tu vois. Il y a une pause dans le... Tu sais, tu peux être dans la forêt et ne pas être dans la forêt. Tu peux être dans la forêt, tu peux être dans le moment, tu vois. Et alors que tu commences à te penser... Ils font beaucoup ça dans les thérapies, par exemple, pour les gens qui ont des traumatismes et tout, qui sont happés par un souvenir... Leur corps entier, et ce que tu fais, c'est leur rappeler, mais qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens. Et ça, c'est ça la beauté du mot sich erden, que je trouve, tu vois, c'est quand tu touches la terre. Ouais. Et tu sais, je vais finir avec ça, mais Emma, quand elle rentrait de l'école primaire, elle mettait toujours beaucoup de temps, vraiment plus de temps que tous les autres enfants. Alors un jour, on a dit, mais qu'est-ce que tu fais sur le chemin? Tu sais ce qu'elle faisait? Elle bénissait chaque arbre qu'elle rencontrait. Elle bénissait les arbres qu'elle rencontrait. Et
tu sais, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, mais n'oubliez pas la sensation quand tu attrapes l'herbe, tu vois, que c'est un peu mouillé. N'oubliez pas ça, ne perdez pas ça. Et c'est pour ça que j'aime bien que les adultes lisent aussi Petite Pomme. Parce que c'est un peu les pousser, leur dire t'as pas un peu devenu trop adulte, toi. T'as pas oublié, tu vois, t'es beaucoup trop de gros mots. C'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop grand. C'est en fait... T'as déjà pris un petit peu d'herbe dans tes mains? Tu vois, c'est ce que j'ai envie de leur dire. T'as déjà vu l'écureuil? J'assure que... Un jour, je faisais des photos. Je photographiais des gouttes sur des feuilles. Et une dame qui est venue, qui m'a dit, vous photographiez quoi en fait? Et j'ai dit, regardez madame, on dirait des diamants. Et tu vois, j'avais envie de lui dire, regardez, regarde, ouvre tes yeux, regarde. Cette goutte d'eau-là, on dirait un diamant. Et ça, donc j'ai essayé de faire dans le livre. Et j'essaye de faire dans ma vie. Tu vas vraiment, volontairement. Mais bon, ça réussit pas tout le temps. Bon, ben, il y a eu beaucoup... Ça a été difficile de trouver du calme dans cette grande maison. Il y a les bruits alentours, de la vie alentour, les ambulances, les sirènes, voilà, c'est la vraie vie qui passe derrière la fenêtre. C'est les gens qui passent derrière la porte, tout ça c'est ok. Mais tu vois, j'ai appris à écrire là-dedans. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Parce les histoires s'inscrivent dans ce rythme-là de la vie comme elle est. Parce qu'on a une vie, tu vois, on a une vie comme ça, qui a du dynamisme. Et parfois elle a un rythme très effréné. Et si tu te laisses prendre par ce rythme-là, et que tu te dis j'écrirai quand ça sera calme, eh ben c'est très simple, je n'écris pas quand ça sera calme. Tu vois, bien sûr j'arrive bloqué des matins, mais sinon j'écris, j'attrape, tu vois. Je cueille, je fais de la cueillette. Tu sais l'histoire de... C'est Ruth qui va glaner dans les champs ce que les... À la base, elle va prendre des restes, tu vois. Et moi donc j'ai grappillé de plus en plus de restes de temps. Et puis à un moment, oui, alors quand j'ai un éditeur qui me dit j'aurais besoin du manuscrit, donc je vais créer des plages, mais j'ai envie de grappiller et de trouver chaque moment, tu vois, comme ici, comme tu dis, entre les gens qui parlent derrière la porte, entre hier où j'étais dans le train, demain où je serai dans le train, entre ton programme aussi plein. On a pu parler, voilà. On peut trouver ces moments-là quand ils viennent. Merci beaucoup, Rebecca. Avec joie, Vincent. Quand deviendrons-nous les meilleurs amis de nos âmes, de nos recoins les plus cachés, de nos désirs les plus enfouis, de nos essais ratés, de nos plus belles réussites, écrit Rebecca. Quand est-ce que notre voix deviendra enfin celle du meilleur ami dont nous avons tant besoin, qu'il nous paraît si facile d'être pour l'autre et si compliqué d'être pour nous? Quand deviendrons-nous enfin un havre de paix au milieu de nos vies si souvent bousculées, écrit-elle. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, et je l'espère, bien partagez-le, parlez-en, réécoutez-le peut-être pour capter d'autres choses. Puis vous pouvez aussi soutenir ce podcast si vous le souhaitez, pour nous aider à continuer à ramasser tous ces sons d'une forme d'intimité qui vient chatouiller le cœur et l'âme, disons ça comme ça. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode. À bientôt.